peut-être une transformation de vos pratiques au regard de ce que vous avez vécu. Alors, messieurs, je pense que vous êtes là, vous avez ouvert vos micros. Je vois que celui de Pascal Bureau n'est pas ouvert, mais je vous laisse intervenir maintenant à distance. Tout fonctionne. Allez-y. Patrick, tu commences. Bonsoir, donc Patrick Cabrol, je suis pharmacien installé depuis 10 ans à Vénissieux et donc je représente sur Vénissieux au niveau de la CPTS l'ensemble des pharmaciens de Vénissieux. Donc la CPTS, pour rappel, donc c'est une coordination professionnelle territoriale de santé qui couvre l'ensemble des professions de santé sur un territoire géographique donné. En l'occurrence, c'est celui de Vénissieux-Saint-Fond. Euh, la structure en CPTS a commencé pour nous, l'expérience a commencé pour nous en septembre, de manière pragmatique en septembre. Et on est vite rentré dans le vif du sujet puisque on a eu à traverser, comme vous le savez, la crise du Covid. Et on en parlait avec Pascal en préparant cette réunion. C'est vrai que déjà le premier élément fort de la CPTS, c'est que nous avons pu, grâce à ces structures-là, mieux nous connaître et mieux se parler. Donc déjà, ça paraît idiot au sein d'un territoire comme voilà, un arrondissement ou une ville de Vénissieux, mais l'ensemble des CPTS, l'ensemble des professionnels de santé ne se connaissaient pas. Et donc grâce à ça, donc, on a pu déjà dans un premier temps se parler. Maintenant, donc, pour répondre à la question du jour de manière très pragmatique, moi, ce que je retiens comme expérience, je vais dire, un peu symbolique et emblématique, c'est que on a eu, comme vous le savez, ça vous a pas échappé, nous pharmaciens, à gérer donc la distribution des masques chirurgicaux à l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire, à savoir donc les médecins libéraux, les infirmiers libéraux, les kinés, et aussi d'autres personnes comme les assistants sociaux, les aides à domicile, etc. Donc c'est vrai que le fait d'être structuré en CPTS nous a permis très rapidement, dès le moment où on a su on allait être amené à distribuer, on a fait de manière assez simple. Donc on a listé l'ensemble des pharmacies du territoire. Ça c'est fait. Et ensuite à chaque pharmacie, on a rattaché une liste exhaustive de l'ensemble des professionnels de santé du territoire qui devaient aller dans la pharmacie pour récupérer une dotation précise de masques. Donc, une pharmacie recevait donc chaque semaine, toutes les pharmacies, pardon, recevaient chaque semaine la liste des professionnels de santé du territoire à qui ils avaient le droit de délivrer des masques et devaient en assurer la traçabilité. Ce qui a permis donc évidemment de contrôler les flux et de pouvoir répondre de manière favorable à la demande de chacun des professionnels de santé, soit en lui délivrant donc les masques qui étaient, je vous rappelle, il y a encore quelques semaines, une denrée rarissime et très demandée sur l'ensemble du territoire et en France. Donc, on pouvait soit leur donner la dotation hebdomadaire, soit les orienter vers une pharmacie, vers la pharmacie référente vers laquelle ils allaient pouvoir récupérer leur dotation. Et cette liste-là était revue toutes les semaines. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exemple très précis qui nous a bien servi. Le deuxième point aussi dans cette période de crise et de pénurie qu'on a dû gérer, c'est qu'au sein de la CPTS, on a mis à la disposition, on s'est créé un stock tampon, justement de matériel, gants, masques, gel, charlotte, surblouses, etc., réservé justement aux professionnels de santé du territoire pour qu'ils puissent répondre vraiment voilà, à des urgences et pouvoir trouver le matériel nécessaire en temps et en heure. Voilà. Je laisse la parole à Pascal pour vous donner aussi la vision sur ce qu'ils ont fait aussi au niveau des médecins sur ce territoire. Oui, merci. Donc, moi, le point remarquable, je pense, ça a été autour de l'organisation d'un système d'information local sur les ressources disponibles. Alors, Patrick vient d'en parler pour les pharmacies, mais on a eu la même chose au niveau des médecins qui étaient en capacité de recevoir des Covid et dans quelles conditions. Donc, c'est une information qu'on a pu transmettre à la CPM et au SAMU.
L'organisation d'un centre Covid, ça a été relativement simple parce qu'on a pu le gérer à l'intérieur de la maison de santé pluriprofessionnelle. Et puis, surtout, la mise en route par les équipes infirmières euh, de structures retour à domicile des patients qu'il a fallu former, qu'il a fallu équiper. Et ça, c'est toute la CPTS qui s'y est mis. On a collecté des surblouses, des calots, des surchaussures. On a acheté du gel hydroalcoolique qu'on a pu vendre parce qu'il n'y en avait plus dans les circuits de commercialisation. Et donc, on a fait toute la structure logistique qui était derrière, la formation des professionnels de santé sur les protocoles d'hygiène, la formation à la téléconsultation, le paramétrage des postes à la téléconsultation qui a été fait par notre assistant informatique. Et donc, on fait toute cette logistique et puis un système d'information qui nous permet savoir quelles étaient les possibilités exactes des laboratoires de biologie en termes de diagnostic, où on en était en termes de situation épidémiologique locale et d'avoir véritablement un véritable pilotage local des moyens du soin. Notre constat, c'est qu'il a manqué quand même un pilotage sanitaire global et social, parce que finalement, la collectivité, la métropole a voulu faire des choses, la ville a voulu faire des choses, la région a voulu faire des choses, le Conseil de l'ordre a voulu faire des choses, plein de gens avaient des tas de bonnes idées, la CPM voulait faire des choses, mais en fait, localement, il n'y avait aucun pilotage. Moi, si je dois retenir une chose, c'est que, on s'est parlé, on a pu s'organiser localement grâce à une grande initiative, une grande autonomie, mais deux, il y avait une carence en pilotage local, alors qu'on connaît des structures comme la cellule de crise canicule qui est aujourd'hui active, mais on pourrait utiliser aujourd'hui de tel type de structure. Voilà, je ne peux pas en dire plus longtemps, je laisse répondre à vos questions. Merci. Et pour avancer, est-ce que maintenant qu'on retourne dans une situation qu'on ne pourrait pas dire normale, mais en tout cas, on peut peut-être anticiper, est-ce qu'il y aurait une bonne pratique, en tout cas que la CPTS a mis en œuvre, qui contribuerait maintenant à une organisation sur le long terme des professionnels de santé de proximité? Alors clairement, pour moi, c'est le partage d'informations. Sur notre territoire, aujourd'hui, on a un cluster à Saint-Fond, rue Pomerol, avec 7 cas positifs et 3 cas d'enfants différents qui sont dans 3 classes différentes dans la même école. 27 enfants dans le même immeuble qui fréquentent la même école. Voilà, ce type d'information, elle est importante parce que localement, ça veut dire que le pharmacien du coin, l'infirmier du coin, le biologiste du coin, ils doivent savoir quelle est la situation en temps réel. Et ça nécessite forcément un pilotage au plus près pour pouvoir mener cette coordination. Franchement, moi, voilà, l'information et la veille épidémiologique locale, la transmission des informations utiles en temps réel, c'est bien. Et donc, du coup, d'avoir déjà, de vous connaître et d'avoir déjà lancé cette CPTS déjà de nombreux mois, voire de nombreuses années, a fait qu'à un moment donné, vous avez très clairement, comme vous l'écrivez, pu identifier un plus, en tout cas dans cette fluidité d'information, dans cette capacité aussi à organiser, à connaître les différents interlocuteurs qui sont sur le territoire. C'est bien ça? Tout à fait. Et puis, ça permet je vous dis, de partager des protocoles communs. On savait que certains médecins, on a eu des médecins qui ont été malades. On a eu des médecins qui étaient très à risque et ont fait valoir un peu un droit de retrait. Donc, on a essayé d'organiser quand même l'offre de soins localement. Ça a été important. Les infirmiers ont organisé 2 équipes distinctes selon qu'il y avait des patients Covid ou si c'était leur tournée habituelle. Dès qu'un patient devenait Covid, on préférait le confier à la tournée Covid qui était collectivement assurée. Ce n'était pas un cabinet infirmier qui faisait du Covid, c'était une tournée supplémentaire assurée collectivement. On le voit aussi pour les pharmaciens, notamment dans toute la problématique du dépistage qu'on vit actuellement.
c'est vrai qu'on s'aperçoit que la CPTS est devenue un élément de référence pour les pharmaciens, puisque aujourd'hui, par rapport aux TROD et aux tests, est-ce qu'on doit en distribuer en pharmacie ou pas? Les pharmaciens, de nombreux pharmaciens de Vénissieux m'ont contacté pour justement avoir l'avis de la CPTS, l'avis du biologiste référent de la CPTS, des médecins aussi, pour savoir comment on pouvait coordonner le dépistage, est-ce qu'il y avait l'intérêt à référencer dans nos pharmacies ces tests, etc., etc., et savoir aussi vers qui vers quel laboratoire on pouvait orienter nos patients. Donc, c'est vrai que là, on voit de cette crise-là a montré à quel point la CPTS peut devenir une référence pour les pharmaciens de la ville, quoi, et du territoire. Merci, messieurs. On va vous garder, si vous avez encore 2-3 minutes, parce qu'on a quelques questions, mais je voulais passer la parole à notre deuxième intervenant, Arnaud Gouillard, qui est le directeur de l'Institut régional Jean Bergeret, puisque en fait, le soin est important. La santé mentale et l'environnement de la santé mentale a été aussi en première ligne, peut-être avec un petit temps de décalage, mais en tout cas, ça a été un challenge pour vous. Alors, Arnaud, est-ce que vous pouvez nous partager quelques réflexions et peut-être aussi Oui, quelques perspectives aussi sur, oui, sur le merci Gérald. après. D'abord, merci aux organisateurs de cette assemblée, aux administrateurs donc pour nous avoir sollicités. Alors, effectivement, je dirige l'Institut Bergeret. On est un établissement spécialisé sur le champ de la santé mentale. Et en particulier, moi, je vais faire surtout un focus sur le champ de la prévention qui a été, comme tu rappelles, Gérald, qui a été en particulier mobilisé sur cette période. Donc, on travaille au sein d'une fondation qui s'appelle la Fondation ARHM, donc qui est située à Lyon. Alors, cette période de crise, effectivement, elle a impacté la santé mentale des personnes, en particulier des personnes qui étaient déjà les plus fragilisées, hein, puisque c'est vrai que ça vient réaffirmer certains constats qu'on peut faire depuis de nombreuses années, voilà, de la fragilisation des personnes d'un point de vue de la santé mentale. Je pense en particulier aux jeunes. Et puis, ce qui nous a beaucoup alerté, nous, durant cette période, c'est effectivement, et je ferai un focus là-dessus, c'est les familles, c'est les parents qui ont dû faire face durant cette période à de nombreuses difficultés qui, voilà, d'une certaine façon, a pu les malmener. Alors, globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore besoin de travaux travaux de recherche pour bien appréhender plus finement les liens potentiels entre cette crise et la santé mentale des personnes. Mais globalement, nous, on a observé vraiment deux choses qui nous ont particulièrement impactés. La première, c'est des signaux inquiétants. Dans la continuité de mes propos, c'est effectivement des signaux inquiétants qu'on a pu identifier chez des populations et en particulier voilà, des populations telles que les parents. Et ce qui nous alerte en particulier, c'est les conséquences de ce mal-être. C'est vrai que très souvent, quand vous pensez santé mentale, vous pensez tout de suite maladie mentale. Mais en fait, la souffrance psychique, bien sûr, a un impact sur les comportements. Et ce qu'on a pu voir notamment chez ces populations, c'est une augmentation des violences intrafamiliales. Alors, les médias en ont parlé. On a des chiffres qui sont extrêmement frappants, hein, plus 40% sur certains moments de la crise d'augmentation des violences intrafamiliales. On a une explosion du nombre de signalements au 119, le numéro de l'enfance en danger. Donc, c'est voilà, vraiment des faits qui mettent en évidence vraiment des difficultés chez les personnes. Et en fait, comme beaucoup de constats dans cette crise, ce phénomène est venu exacerber des tendances qui étaient déjà en cours et de façon beaucoup plus dégradée. Et c'est vrai que le mal-être, la souffrance psychique, psychologique des parents en particulier, c'est un phénomène qu'on voit poindre depuis de nombreuses années. On parle du burn-out parental, d'épuisement parental. Et puis, un deuxième aspect qui est peut-être plus positif, c'est là aussi un élément qu'on a observé, c'est la mobilisation citoyenne. Je pense que tout le monde l'a observé. Nous, on a été extrêmement frappés par le nombre d'initiatives spontanées. Alors, parfois, comme le disaient les intervenants précédents, pas suffisamment coordonnées. Et ça, je suis tout à fait d'accord aussi. On a observé une envie de faire bouger les lignes de façon extrêmement forte, extrêmement rapide. On a pu faire, nous, des choses, alors, je ne vais pas tout aborder ce soir parce que je n'ai pas le temps, mais des choses qu'on avait envie de faire depuis des années, qu'on a pu faire comme ça en quelques mois, très rapidement. Et donc ça, c'est ce qui, moi, personnellement, en tant que directeur, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est le niveau d'énergie déployé et la rapidité d'exécution.
Et donc, fort de ces constats, on a fait, nous, le choix de participer à un hackathon. Voilà. C'est un peu étonnant dans cette période. C'est vrai qu'on a eu cette possibilité-là, cette chance, et on a pris le parti de participer à un hackathon qui a eu lieu en ligne. Et on a développé une solution de façon extrêmement rapide et innovante. Donc, en réponse à ces besoins, une solution numérique via un collectif de professionnels, donc à partir d'une initiative citoyenne, qui sont tous mobilisés dans toute la France et même à l'étranger, puisqu'on travaille encore avec des professionnels, par exemple de Nouvelle-Zélande, qui sont venus nous aider sur une solution pour les parents. Et vraiment, on a été très, très surpris de cette mobilisation. Et donc, ça nous a permis de développer cette solution numérique qui, d'une certaine façon, répond aux enjeux de santé publique qu'on a identifiés. Voilà. Et donc, ce projet, aujourd'hui, il continue. Et c'est vrai que les retours qu'on peut avoir des utilisateurs, des parents, montrent que ça a tout à fait un intérêt, ça a tout à fait une efficacité, que ça répond à un besoin social. C'est vrai que notre objectif, c'est de proposer cette solution numérique qui s'appelle… Alors, c'est une application qui, aujourd'hui, voit le jour et qu'on met à disposition des parents, qui s'appelle Koala. Donc, je vous invite, elle sera téléchargeable sur tous les stores et on est très, très contents. Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est de cibler peut-être les personnes qui sont encore plus fragilisées. Et dans cette période, ce qu'on a pu voir aussi, c'est effectivement aussi peut-être des segments de la population, et je pense en particulier aux parents d'enfants en situation de handicap, les aidants, qui sont en particulier peut-être encore plus marqués par ce phénomène d'épuisement qu'on connaissait, mais qui s'est vraiment accentué. Et ce qui nous amène aussi à penser que cette solution numérique peut aussi intéresser ce type de population, et on envisage de la déposer, de la proposer dans le cadre de l'appel à projet de l'ANS qui a été lancé, Structure 3.0. Et ça nous a permis, en tout cas, cette période, de développer et d'initier une démarche comme celle-ci. Merci. Et si vous avez, si tu avais, Arnaud, une bonne pratique en dehors du hackathon, en dehors de la solution hackathon, que vous avez mis en place dans vos établissements. On a parlé beaucoup de l'isolement, on a fait une table virtuelle pour préparer le futur hackathon sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui pourrait globalement avoir un intérêt de poursuivre, en tout cas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, puisque la mise en tension du système a révélé des talents, a révélé des initiatives. On était quasiment en mode hackathon. C'est bien de faire le parallèle. Là, c'était vraiment, c'était pas pour jouer, c'était la dure réalité. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Finalement, je ferai le lien parce que je pense que cette dynamique d'innovation ouverte, je pense qu'aujourd'hui, elle est peut-être encore plus d'actualité que jamais, finalement. Et c'est finalement aussi le faire ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, nous, dans le champ de la santé mentale en particulier, on fait face à un système qui, depuis des années, peine à se réinventer, peine à penser différemment. On se heurte à des dogmes, à un système qui a son inertie, mais qui aussi a vraiment ses difficultés à se repenser. Et je crois que, alors je fais le lien avec le hackathon, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être plus que jamais, et en particulier dans des démarches telles que les projets territoriaux de santé mentale, par exemple, qui sont des démarches en cours actuellement, je crois qu'on a besoin de penser autrement, de travailler autrement, et le faire ensemble avec des acteurs venant d'horizons qui sont certainement très différents de ceux avec qui on avait l'habitude de travailler. Nous, on a eu la chance de travailler avec des personnes venant d'horizons tels que le design en santé. Et je pense très sincèrement, c'est ce qu'on a besoin à l'avenir dans des démarches d'innovation ouverte. Et c'est par exemple, nous, ce qu'on envisage dans le cadre d'un dispositif là, tel que le Living Lab. Le Living Lab en santé mentale qu'on souhaite pouvoir développer et qui, moi, en tous les cas, me semble vraiment d'actualité dans cette crise et dans l'après-crise aussi. Et donc, voilà, moi, je retiendrai vraiment de cette période déstabilisante deux grandes tendances.
moi, me semble des tendances qui se révèlent et qui vont s'accentuer. La première, c'est effectivement la tendance digitale. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes, les usagers du système de santé, le terme, je ne l'aime pas trop, mais c'est celui qu'on emploie, ont besoin de nouvelles solutions. Et je pense que le digital, je reste convaincu, peut apporter effectivement une plus grande accessibilité à des ressources, faciliter la conduite de changement, et donc véritablement un outil de prévention à part entière. Et puis la deuxième grande tendance pour moi, c'est ces nouvelles façons de travailler ensemble. Je pense que je fais le lien avec ce qu'évoquaient les précédents conférenciers avec la CPT. Je pense que aussi à un autre niveau, en changeant la santé mentale, se faire ensemble, il faut qu'on puisse le réinventer et ces démarches d'innovation ouverte peuvent tout à fait y répondre. Merci Arnaud. On va rester en ligne, mais on va changer d'environnement. Je vois qu'Olivier est casqué, pas masqué, casqué. Merci Olivier Raspado, chirurgien de son état, président de la commission médicale de l'établissement, donc de l'infirmerie protestante. Même punition, Olivier, je dirais. Quels sont, premièrement, comment un établissement comme l'infirmerie protestante a pris la vague de pleine face, un peu comme l'ensemble des professionnels de santé et des patients. Et dans un premier temps, quel pourrait être le retour d'expérience que vous avez vécu? Alors, pour un peu attiser les choses, on pourrait dire que, comme on a entendu sur les plateaux, essentiellement que des réanimateurs et des infectiologues, voire des imminents professeurs en infectiologie, en virologie, on peut se demander ce que faisaient les chirurgiens. Oui, alors les chirurgiens on pensait se tourner les pouces ou aller à la pêche Attends, il y a un petit pendant problème quelques jours et puis au final, ils sont transformés en pneumologues. Ouais. Alors, peut-être que tu vas enlever ta vidéo parce qu'on a vraiment un son qui est un petit peu complexe. Alors, hop. Est-ce que je partage mieux comme ça? Ouais, parfait. Ouais, c'est bon. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Alors, je ne suis pas casqué, je suis cagoulé, c'est encore pire. Voilà. Donc, les chirurgiens ont cru pouvoir se tourner les pouces pendant quelques semaines et au final, ils sont transformés en pneumologues et en infectiologues, en aides-soignants, en infirmiers, en brancardiers. Enfin, ils ont essayé d'aider les soignants experts, c'est-à-dire essentiellement effectivement les internistes, les infectiologues, les réanimateurs. Alors au final, ce que nous on a retenu de cette affaire qui est qu'on va essayer de résumer par le terme d'agilité, un terme que je connaissais chez les développeurs informatiques. Donc on est passé en mode agile. Au départ, on n'y a pas tellement cru. On avait des annonces qui étaient faites à la télévision. Et puis, initialement, on a perdu un patient dès le début de la prise en charge chez nous parce qu'il a voulu absolument rentrer à domicile contre l'avis médical et il est décédé quelques heures après sa sortie contre avis médical. Et en fait, ça a plongé l'ensemble du corps médical et des soignants de l'infirmerie protestante dans un état de pleine conscience. Donc après, on a adopté des méthodes qu'on va qualifier de militaires. On a tous fait au bloc pratiquement un DU de traumatologie viscérale, donc on sait un petit peu comment on doit s'organiser face à un attentat ou un plan blanc. Voilà. On a donc créé une task force avec des référents. Ensuite, on a adopté quotidiennement des réunions de crise qui étaient dirigées par notre directeur qui faisait également le lien avec l'ARS et bien sûr les HL qui ont pris très rapidement, qui ont reçu les clés du camion très rapidement, qui ont dirigé tout ça. On s'est inscrit dans le hub, mais parallèlement à ça, on a exprimé le fait de vouloir exister par nous-mêmes.
Parce que initialement, les HL, donc nous, on est très proche de la Croix-Rousse. C'est un énorme porte-avions qui est compétent, qui connaissait les grands traits de la maladie et qui avait déjà des idées sur la prise en charge. Parallèlement à cela, on a voulu aussi proposer des soins pour les gens qui n'étaient pas encore accueillis aux HL, enfin à la Croix-Rousse, et on s'est placé dans une niche qui était les soignants, c'est-à-dire les infirmiers libéraux, les médecins traitants, les médecins qui pouvaient venir des HL ou d'autres cliniques qui étaient symptomatiques. Les HL nous ont formés notamment à la réanimation. On est passé plusieurs fois à Édouard Herriot et à la Croix-Rousse. Et globalement, ensuite, on s'est nourri grâce à une application que vous connaissez tous, donc qui est WhatsApp, qui a fédéré le groupe. Très rapidement, on a pris les choses au sérieux. Je me souviens en première réunion de crise avoir hurlé sur le président du conseil d'administration de notre établissement parce qu'il ne portait pas de masque alors qu'il avait plus de 65 ans. En fait, dans cette histoire, il y avait un problème de vision de la maladie qui a été distribué par des images sur YouTube et sur BFM, et une réalité, c'est-à-dire un patient qui ne sent plus les odeurs, qui est fébrile, qui tousse, et qui, peut-être 1 heure après son arrivée aux urgences, a besoin d'être intubé. On avait ce gap. Rapidement, on a compris que tout ça n'était pas qu'un mauvais téléfilm. On est passé par une période de désert entre le moment où on nous a demandé de débrayer l'activité réglée au bloc opératoire et l'arrivée des premiers malades par le SAMU. Les HL ont vraiment aimanté les patients au départ parce qu'ils avaient dimensionné correctement leur lit de réanimation. Ils étaient déjà au-delà des quotas demandés. Ils avaient aussi également débrayé. Donc, on a eu cette petite traversée du désert qui est pas très agréable parce qu'on a l'impression d'être totalement inutile et inactif. Là, on est passé par Michel Janin, docteur Michel Janin, l'Association des médecins de Caluire et surtout la CPTS de Caluire, donc qui est vraiment une cheville ouvrière importante en cas de crise sanitaire. Enfin, nous, on l'a vécu comme ça, donc je rejoins le discours de mes prédécesseurs sur la CPTS, où j'avais des gros doutes, parce que pour moi, c'était une énième usine à gaz française, mais au final, elle s'est révélée comme étant extrêmement prolifique et surtout porteuse de messages importants auprès des professionnels de terrain qui, comme vous le savez, ont été mis en première ligne sans protection. Alors, donc, vis-à-vis… excuse-moi, oui. Non, mais vas-y. Oui, pardon. Donc, alors, cette agilité, on a essayé de l'appliquer au jour le jour. Un phénomène très, très important, c'était la communication des chiffres épidémiologiques tous les matins. Et un autre point important aussi, c'est que l'ARS, finalement, nous inscrivait dans le hub, mais nous donnait carte blanche. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité à nouveau de faire du soin et de la médecine sans contrainte. Et on a senti dans les services parfois de la joie, c'est-à-dire qu'on était à nouveau en nombre, à nouveau avec des moyens humains et matériels, un peu comme dans les années 90 ou début 2000. C'était extrêmement agréable. Il y avait aussi l'impression de se sentir utile pour des gens qui finalement traversaient l'épreuve et sortaient sur leurs 2 pieds, même les gens qui étaient en réanimation. On a aussi évolué sur nos prises en charge. On a été agile à ce niveau-là, car au départ, je vous rappelle que les patients appelaient le SAMU et on leur disait « restez chez vous, prenez du Doliprane ». Ça a été catastrophique, mais on a appris que maintenant, il faut traquer le virus, il faut le chasser, il faut être proactif vis-à-vis de lui. On s'est inspiré de ce qui s'est fait à Marseille, ce qui se fait aussi à Valence. Alors, résumer la maladie à seulement une bithérapie anti-infectieuse est une erreur. On a compris que les malades devaient être dépistés en masse. On a compris qu'une fois qu'ils étaient diagnostiqués, ils devaient être surveillés, donc soit en ambulatoire, soit en hospitalisation en fonction de certains critères qui maintenant sont bien connus déjà pour notre chirurgie améliorée. Et elle s'est très vite adaptée. Donc, sur le numérique, on a eu besoin de 2 outils simples, WhatsApp, Maela, rien d'autre.
bizarrement, pas d'intelligence artificielle, ni de Google, ni de Facebook dans cette histoire. Une fois que les malades sont pris en charge, effectivement, à ce moment-là, il faut non pas les confiner, mais les isoler. C'est très important, il faut les isoler car au début, nous, on a fait des bêtises. On a créé des cas secondaires. Les malades sortaient de chez nous avec du papier, une ordonnance sur laquelle était marqué « acheter une boîte de masques » qu'ils n'ont jamais trouvé. Ils ont contaminé leur famille, qu'on a reçu et traité 15 jours après. C'était horrible parce qu'on avait l'impression d'avoir servi à rien. Une fois qu'ils sont traités, il fallait donc les surveiller et puis les hospitaliser avec les facteurs de gravité qui étaient inscrits dans notre algorithme. Ensuite, parallèlement à ça, nous, on a fait également du tracking de virus, de la chasse au virus, la chasse au Covid, et ça marche très, très bien. Donc moi, je m'étais un petit peu opposé aux applications ministérielles parce qu'en fait, un simple bout de papier et un stylo bic peuvent suffire à faire beaucoup, beaucoup de santé publique et attaquer la maladie là, dans ses retranchements. Aller la chercher à la pince à escargot, là où elle se planque, pour ne pas la laisser finalement créer du cas secondaire. Une fois qu'on a compris ça, en fait, finalement, on a pu à ce moment-là atterrir, souffler, rédiger des protocoles qui nous serviront pour la prochaine fois. Par contre, c'est vrai que tout ça est extrêmement épuisant. Le fait de faire et défaire toutes les 48 heures, c'est possible dans un milieu hospitalier. J'avais des doutes, mais finalement, les freins psychologiques des médecins du privé se lèvent finalement assez rapidement quand il y a de la contrainte sanitaire de ce type. On a juste à appuyer sur un bouton, mettre en place et qu'on aura à peine à réfléchir, en fait. Merci Olivier. La communication n'est pas top, on pourrait dire. Merci d'avoir pris le temps de nous parler dans le ton. Mais pour ça, il faut des masques, des PCR. Alors, merci. Oui, Gérald, est-ce que tu peux me… Ouais. Ah, pardon, vous le voyez derrière, non? Dis-moi, Gérald. Ouais, on ne te voit pas, mais en fait, la communication est un peu hachée. Je suis désolé, c'est pas très pour nos auditeurs là, spectateurs, c'est pas. Mais on a tout compris. Merci pour ce retour de terrain. Oui. Je profite d'avancer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Ouais. On reviendra potentiellement vers toi si on a une ou deux questions. Je vois à l'écran le directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon. Je pense que la transition est toute trouvée parce que Olivier Raspado nous a mentionné à plusieurs reprises le rôle central des Hospices civils de Lyon. Monsieur Duchaffault, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps dans votre agenda aussi pour nous partager d'une part votre expérience, même si à mon avis vous devez être en retour d'expérience quasiment permanent depuis quelques semaines, et peut-être aussi, et comme ça évitera de reposer la question, nous ouvrir quelques perspectives, en tout cas la capacité peut-être du rebond en termes d'organisation. On sent que l'organisation est au centre des débats. Je me tourne vers Christophe Pascal qui interviendra tout à l'heure en tant que chercheur de l'IFROS, mais je vais vous passer la parole, Monsieur Duchaffault, pour quelques minutes. Merci beaucoup de votre invitation à partager ces expériences. En effet, période inédite, beaucoup de choses qui ont été évoquées dans les interventions précédentes sont valables aussi pour les HCL. Sinon que l'agilité, quand on est 23 000, 5 500 lits et 14 sites d'accueil du public, c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on aimerait. Donc, il faut le reconnaître humblement des fois. On a effectivement défait complètement et réorganisé complètement l'hôpital sur ces différents sites pendant cette période. Mais c'est vrai qu'on a été très agréablement impressionnés par la capacité de nos équipes à remettre en question finalement beaucoup de choses de leur fonctionnement. On a eu, en fait, juste en miroir de l'intervention qui vient d'avoir lieu d'Olivier Raspado, plusieurs étapes. Une étape où d'abord la maladie était extrêmement confinée ou renfermée sur quelques lits, en l'occurrence à la Croix-Rousse. Puis les appels au 15, où quand même, souvenez-vous, au début, c'était à la moindre suspicion, appelons le 15. Un 15 qui a explosé avec une capacité d'appel qui a été
qu'on a dû multiplier par 4 ou 5 jusqu'à 3000 appels par jour sur le Covid. Et au final, une extension petit à petit de nos capacités, bien au-delà de la Croix-Rousse, bien au-delà même de nos groupements. Le groupement centre à l'hôpital d'Orario ou l'hôpital Lyon-Sud, par exemple, ont été ceux qui ont été concernés juste après. Et une volonté qu'on a eue dans la mission confiée par l'agence, c'était qu'on ait toujours un temps d'avance sur la vague. Et pour avoir toujours un temps d'avance sur la vague, le principe a été de dire qu'à chaque fois qu'on ouvrait une capacité de prise en charge du Covid, soit sur un de nos groupements, soit dans un des établissements partenaires, eh ben, on préparait déjà et on ouvrait déjà la capacité suivante. Et on avait un deuxième credo, c'était qu'il fallait, au moins au début, tant que la maladie a été hospitalière, ensuite elle a été très largement prise en charge par la ville. Je pense qu'il faut quand même saluer aussi ça. Une volonté d'associer à la fois les établissements publics et les établissements privés du territoire à la réponse à ce besoin. Tout le monde était arrêté. La déprogrammation a concerné l'ensemble des établissements. Et donc, l'enjeu, ça a été d'animer cette démarche territoriale. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, le premier point que je voudrais évoquer, on a constitué une cellule qu'on a appelée départementale, ce qui était un peu impropre parce qu'en fait, elle était plus que départementale. Elle couvrait le département du Rhône, mais aussi le nord du département de l'Isère, pour animer l'ensemble des capacités, suivre justement la montée en charge de toutes ces capacités d'hospitalisation, soit en réanimation, soit dans d'autres services, et faire en sorte que ça se passe de manière harmonieuse. Cette cellule territoriale, elle a créé des hubs, des regroupements d'établissements autour des différents groupements des hospices, et dans lesquels les établissements publics ou les établissements privés, comme l'infirmerie protestante par exemple, juste autour du groupement Nord, se parlaient tous les jours pour suivre l'évolution de la situation, la manière dont ils recevaient des patients directement, par l'intermédiaire du SAMU, par l'intermédiaire de nos urgences, et faire en sorte qu'on ait toujours ce coup d'avance et qu'on ne soit jamais débordé sur le pilotage. En fait, quand on en parle comme ça a l'air simple. C'est quelque chose qui paraît juste évident, sauf que ce n'est pas du tout la manière dont on fonctionne d'habitude. Et on a non pas appris à se connaître, parce qu'on se connaît quand même sur le territoire, mais on a appris à travailler ensemble dans une relation très quotidienne, qui n'est pas une relation de projet de long terme, qui n'est pas une relation, disons-le aussi, de concurrence parfois entre les établissements publics et privés. Et cette innovation organisationnelle qui a l'air toute simple comme ça quand on en parle, est en fait, je pense, en ce qui nous concerne dans le département du Rhône et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un des principaux enseignements, sans doute les plus positifs de la crise, sur cette capacité que nous avons eue à travailler tous ensemble. Je veux redire là encore une fois aussi les liens qui, au-delà des établissements, ont pu être développés avec l'URPS médecins pour l'ensemble des médecins de ville, notamment des médecins généralistes, avec lesquels on a beaucoup échangé, bien sûr sur l'orientation depuis le SAMU, sur la prise en charge des malades atteints du Covid en première intention, et aussi sur la sortie d'hospitalisation, parce qu'une fois qu'on avait soigné les malades, il fallait qu'ils rentrent chez eux, et donc qu'on puisse faire le lien avec les médecins traitants et aussi les infirmiers et les kinés qui s'occupaient d'eux à domicile. Et voilà, moi je pense que c'est quand même le principal enseignement que je voudrais tirer, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à faire vivre dans le temps cet esprit de transversalité entre les différents secteurs, le public, le privé, lucratif, non lucratif, la ville, et il faut absolument qu'on arrive à dépasser les chapelles. Alors bien sûr, le sujet du financement n'est pas neutre parce que tant qu'on sera dans un système financé par l'activité, il y aura forcément un peu de concurrence plus que de volonté de construire ensemble. Pour autant, je crois qu'il faut vraiment qu'on capitalise sur le fait qu'on a appris à se connaître pendant cette crise et à travailler dans un quotidien très riche pour, voilà, au total, en tirer quelque chose. Et puis, plus globalement, je voudrais juste dire quelques mots. Au final, donc, pour les HCL, c'est plus de 1800 patients atteints du Covid qui ont été soignés sur nos différents groupements. Sur le territoire, c'est 2 fois plus, en gros, finalement, ce qui montre que le flux s'est réparti sur des partenaires de manière à peu près équilibrée.
On a fait un poil plus de 50% en gros en totalité et réorganiser l'ensemble de l'offre de soins sur le territoire avec un soutien et une mission confiée pour ça par l'Agence régionale de santé à laquelle on rendait des comptes et on faisait remonter les informations de manière quasiment quotidienne. Le deuxième point, et peut-être pour aller un peu sur les thématiques qui sont celles du cluster, c'est de parler un peu aussi de ce qu'on va retenir en matière d'innovation, d'expérimentation peut-être aussi, et voilà, d'invention pour demain. On a lancé on a profité en fait de cette expérience de la crise pour lancer une démarche qu'on était en train de préparer depuis quelques mois, qui était une démarche de pilotage un peu transversale de l'innovation au sein de la maison Hospice Civil de Lyon. En fait, l'innovation dans un CHU, pareil, ça va de soi, tout le monde en fait, beaucoup, souvent, mais il se trouve que tout le monde n'en fait pas toujours ensemble. On a des porteurs d'innovation médicale et scientifique, on a des porteurs d'innovation technologique, informatique dans le système d'information, on a des porteurs d'innovation organisationnelle ou managériale, mais tous ces porteurs-là ne se parlent pas toujours, ne construisent pas toujours ensemble. Et alors qu'en plus, il faut construire avec des partenaires qui sont extérieurs à l'hôpital, vous imaginez que parfois, il faut prendre de l'élan. Donc, prendre cet élan, on a souhaité le faire. On a souhaité le faire dès la sortie de crise en se disant que cette mission transversale qu'on voulait lancer sur l'innovation, sa première mission, ça serait de recueillir les innovations qui ont eu lieu pendant le Covid sur l'ensemble de ces thématiques. Parce que l'hôpital, comme beaucoup d'autres acteurs du système de santé, s'est complètement réinventé pendant cette période, a changé des choses, a simplifié des circuits, à accélérer des décisions, à faciliter un certain nombre de choses. Et ce n'est pas qu'une question d'argent et de moyens. Je rejoins ce que dit Olivier Raspado. Évidemment, c'était plus facile parce qu'on ne comptait pas, bien sûr. Pour autant, il n'y a pas toujours qu'une question de moyens. Il y a aussi une question de priorisation, de conformation collective et intellectuelle. Et donc, notre enjeu, c'est de recueillir tout ce qui s'est passé pendant la crise, de garder le meilleur de tout ça, de voir ce qu'on peut garder pour après la crise, la manière dont on peut le faire vivre, dont on peut le faire vivre avec des partenaires sur le territoire et évidemment ensuite l'élargir sur le pilotage global de l'innovation dans la maison. Et donc, c'est Armelle Dion, qui est une directrice d'hôpital qui connaît parfaitement bien non seulement le domaine de la recherche, mais aussi celui de l'innovation. Et puis, un jeune médecin hospitalo-universitaire qui s'appelle Mathieu Pioche, qui est un gastro-entérologue passionné de recherche et d'innovation, qui vont porter ça sous le pilotage global de la direction générale et de la commission médicale d'établissement. Et donc, ça nous promet beaucoup de liens avec l'ensemble des partenaires du territoire et notamment vous, puisque nous tenons évidemment à ce que cette innovation, elle ne se cantonne pas à l'hôpital, mais aussi à l'ensemble des partenaires. Donc, finalement, prendre appui sur la crise pour lancer une démarche beaucoup plus large que l'on souhaite vraiment étoffer et porter très haut. Voilà, j'ai tenu pile mes 10 minutes. Merci. Je me permets quand même une petite question. On est en effet très impatient de collaborer avec la cellule qui vient d'être lancée. On connaît bien Armelle Dion. Peut-être nous faire rêver avec quelques innovations qui ont été en tout cas mises au point, même si l'innovation, ça passe par l'appropriation de l'invention. Je rappelle juste parce que souvent le mot est un peu, on abuse un peu du mot innovation. Tout le monde pense avoir des innovations. Au final, c'est avec un peu le recul qu'on le constate. Si vous pouvez du coup peut-être nous éclairer peut-être sur un cas ou deux de choses qui sont nées comme ça, de ces environnements contraints. On le connaît bien, nous, dans le cadre du hackathon. Arnaud en a fait référence tout à l'heure. C'est vrai que la contrainte de temps fait que du coup, on va à l'essentiel, on trouve des solutions quelquefois. Après, il y a la recherche, bien sûr, qui nous demande un peu plus de temps, en particulier sur un vaccin. Mais même là, ils font, je crois, des prouesses en ce moment. Si vous pouvez nous partager cette information, enfin, une proposition qui est arrivée dans vos radars. Alors, c'est encore un petit peu tôt parce qu'on est en train de recueillir l'ensemble des innovations. Pour vous dire quand même, l'immense majorité des sujets
qui sont remontés dans ce recueil de ce qu'on en a vu pour l'instant, on ne les a pas encore tous analysés. C'est des choses qui finalement existaient ailleurs et qu'on a essayé d'impulser et d'accélérer voilà, dans notre CHU. Et je pense que c'est déjà beaucoup parce que ça veut dire qu'on a accéléré quand même beaucoup de circuits. Une idée comme ça qui me vient qui nous a un peu marqué, c'est l'idée d'un espace, par exemple, de coworking pour les patients, parce que les patients, ils ont tendance à rester, enfin, ils ont besoin parfois de rester à l'hôpital et interagir entre eux, travailler depuis l'hôpital. C'est finalement peut-être des choses qu'on a pu imaginer pendant cette période, parce que l'hôpital, c'est aussi un lieu de vie. On y reste de moins en moins, mais c'est aussi ce point qui est intéressant. On a aussi une démarche de recueil de l'ensemble des données de bibliographie et de méta-évidence. C'est un projet qui s'appelle Méta-évidence qui permet de regrouper l'ensemble des publications qui concernent notamment le Covid pour que en temps réel, dans l'organisation de cet espace bibliographique, qui est finalement quelque chose d'assez classique dans un CHU, on puisse actualiser les éléments de preuve qui concernent tel ou tel traitement, telle ou telle approche thérapeutique, diagnostique. Donc, c'est des choses, vous voyez, qui ont été accélérées, qui existaient d'habitude, mais c'est des outils nouveaux, des lieux nouveaux qui se créent sur la manière dont les patients vivent à l'hôpital. Et on espère pouvoir en repérer comme ça beaucoup dans le recensement qui est en train d'être exploité. On a plusieurs dizaines d'éléments qui nous sont remontés. Pour ma part, je tiens beaucoup à ce que le sujet de l'innovation dans l'animation du territoire perdure bien au-delà de la fin de cette crise. Je vois Jean-Yves Blé à l'écran. On a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine entre le CHU et le Centre Léon Bérard, par exemple. La transition est toute trouvée. Merci, Monsieur Duchaffault, d'avoir pris le temps de nous partager ces perspectives très réjouissantes. Merci, professeur Blais, de nous rejoindre. Je sais que vous êtes aussi très occupé par ailleurs par le ministère sur un certain nombre de sujets. En fait, je vais répéter les questions. Nos spectateurs vont les avoir pour la 4e fois, mais ma première question, c'est voilà, le CLB face à la crise, quelles sont pour vous les expériences, les mises au point de dispositifs d'organisation originales sans doute que vous avez mis en place. Et puis, je vais du coup enchaîner avec la deuxième question. Si vous aviez des choses à opérationnaliser, je dirais, en temps de hors crise, qu'est-ce que vous retiendriez dans votre pratique du quotidien? Alors, tout d'abord, je vais rejoindre, pour faire la transition avec ce que disait Guillaume Duchaffault, je crois que c'était une période de collaboration intense, avec une orchestration autour de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui a bien fonctionné, très bien fonctionné même. Globalement, on a été sous une pression importante au démarrage de la crise, autour du matériel, mise à disposition de médicaments, qui a pu être orchestré et géré efficacement. C'est un point important. Alors, la spécificité des mises en place, je dirais que ça a été sur plusieurs étapes. On a tout d'abord eu un peu la période pré-confinement et longtemps avant le confinement, puisqu'au fond, quand on regardait les premières publications dès le début du mois de février, on voyait un certain nombre de faits saillants dont on voyait bien qu'ils allaient nous arriver. Par exemple, un certain nombre de traitements qui pouvaient marcher ou un certain nombre de traitements qui pouvaient ne pas marcher. Et une des premières choses que l'on a faites, peut-être même la première, c'est de commander très, très rapidement des médicaments anti-inflammatoires pour les avoir à disposition pour des patients atteints de cancer, dont il était assez clair dans les premières publications chinoises du 14 février, pour citer la première, qu'ils étaient affectés d'un risque de mortalité particulièrement important. Donc un souci dès le départ de travailler sur une prise en charge des patients qui soit adaptée à ce problème, puisqu'on voyait bien qu'il allait nous arriver. L'organisation de la prise en charge des patients et l'organisation de la prise en charge des salariés ont été notre préoccupation immédiate dès le démarrage. Alors, c'est des modalités que je qualifierais d'organisationnelles. Par exemple, masque pour tout le monde très tôt, à patients et soignants,
plus de visiteurs, 0 réunion sur place, uniquement des télé-réunions et organisation des téléconsultations. Je vais citer un chiffre, je suis sûr qu'il a déjà été cité, mais le premier jour de téléconsultation du centre Lambérard en confinement, nous avons fait plus de téléconsultations que dans les 2 ans précédents. Et désormais, la téléconsultation se chiffre en plusieurs milliers et c'est un phénomène, c'est une vague qui ne reviendra pas complètement et c'est une très bonne chose car ça a ouvert l'accès des patients qui n'auraient pas eu accès à une prise en charge et surtout une réassurance très considérable des patients. Parce que notre sujet était vraiment double, hein. Protéger les patients, leur éviter de se contaminer, mais assurer le traitement et leur prise en charge, puisqu'on avait également vu assez vite, et ça avait été modélisé par nos camarades anglais à travers des publications sorties très vite d'ailleurs en préprint, que la diminution d'accès des patients dans les services de soins entraînait mathématiquement un impact sur les chances de guérison qui était assez substantiel, puisque globalement, les hypothèses optimistes au Royaume-Uni faisaient état de 6 000 à 9 000 décès supplémentaires liés au cancer dans le futur, optimistes. Les pessimistes allant jusqu'à 50 000, avec des calculs mathématiques assez rigoureux. D'ailleurs, ça ne fait pas partie des publications qui ont été contestées sur ce thème dans les données récentes. Donc, prendre en charge les patients avec hotline, réponse par mail très rapide aux questions multiples. On a eu des 15 premiers jours une vague de demandes d'informations auxquelles on a dû répondre avec une hotline qui fonctionnait toujours jusqu'à minuit et qui était assez vite remplie. Campagne d'email et de communication directe auprès des patients pour leur dire comment faire et de courrier pour ceux qui n'avaient pas d'email. On s'est rendu compte à cette occasion que pratiquement 70% des patients avaient des emails et pouvaient être joignables de cette manière-là. C'est un point évidemment très, très, très important. Protection des salariés également et suivi des salariés. Donc, on a voulu évidemment très vite utiliser des équipements de protection individuelle qui étaient selon les normes qui étaient recommandées. Protéger également les familles des soignants, puisqu'on a pu bénéficier de stratégies avec des équipementiers en tissu de la région Rhône-Alpes pour équiper les familles, parce qu'on pensait que c'était important. Et de fait, lorsqu'on a mesuré, et on l'a fait en mesurant de manière exhaustive la séropositivité avec des outils qui sont ceux que l'on connaît, qui ont des limites, mais en mesurant la séropositivité des patients, des salariés du centre Lambérard, on s'est rendu compte qu'elle était exactement équivalente à celle de la population générale, telle qu'elle a été rapportée, en tout cas dans plusieurs publications. C'est un point très important, les salariés l'ont particulièrement bien apprécié. Ils ont, d'ailleurs, on l'avait fait sur un mode volontariste et quasiment tout le monde a été volontaire à travers la médecine du travail, bien entendu. Donc c'est un point vraiment d'organisation très, très saillant, je crois, dans cette crise, que de s'occuper à la fois des patients, très à risque, des salariés, parce que sinon on ne pourra pas soigner les patients. Ensuite, on est sur des modalités d'organisation qui sont plus traditionnelles, l'ouverture d'un service dédié, évidemment, immédiatement rempli, la mise à disposition d'un upgrading de notre réanimation pour permettre d'accueillir des patients atteints de Covid. Fort heureusement, nous n'avons pas eu besoin d'accueillir des patients non atteints de cancer, puisque la région a pu maîtriser ses accès en réanimation grâce à cette collaboration dont on parlait. Le deuxième point que je voudrais souligner, peut-être, c'est un point là aussi d'innovation et de recherche. Très vite, il est apparu qu'il était essentiel de recueillir des données à un rythme très rapide, de monter des essais cliniques très rapidement. Et ce qui a marqué cette période, je crois, c'est l'organisation des essais cliniques, puisqu'on a, en termes d'essais observationnels, monté 3 essais acceptés, passés par les programmes d'évaluation normaux, qui sont ceux de l'NSM, des CPP, en une période record, et un essai thérapeutique randomisé, preuve du concept, s'adressant évidemment aux patients atteints de cancer, c'était notre préoccupation, et utilisant des médicaments différents de ceux qui étaient utilisés dans des grands essais, et qui disposaient de bases biologiques rationnelles solides pour montrer qu'ils pouvaient protéger éventuellement pour le développement des formes graves de Covid, voire des formes létales. Alors la grande leçon, c'est que ça a été possible de le faire, de le monter à toute vitesse, de recueillir des informations à travers une adaptation de dossiers patients électroniques dont on a pu extraire directement les informations relatives au Covid. On l'a modifié très rapidement et les informations étaient inscrites au jour le jour pour tous les patients qui étaient vus ou les patients avec qui nous étions en contact. Et extraire les informations,
tracer des courbes de survie, déterminer des profils de patients à risque et aboutir à des publications qui sont déjà sorties, puisque sur cette période, on n'a jamais vu ça, entre le début du problème, disons le 1er février, et la période où on est 15 juin, 4 publications de recherche dédiées à cette question-là provenant du seul centre. Il y en a d'autres qui sont en attente. C'est une période vraiment tout à fait extraordinaire pour la mobilisation de la recherche. Et quoi qu'il ait pu être dit sur les qualités des recherches dans les grandes revues anglo-saxonnes, je crois que il faut souligner que la France était capable de s'adapter et de produire des choses très significatives. Alors, certaines critiques ont pu être relatives à la dispersion des efforts, mais je crois que c'est une mauvaise critique. L'essai Discovery est tout à fait remarquable dans son nombre, dans sa capacité à se déployer, et je crois qu'il sera riche d'informations et que peu de pays ont su faire ça. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est le Royaume-Uni. Ils n'ont pas sorti leurs données. Le centre a sorti également des études cliniques. Alors, suite de l'affaire, les études cliniques ont recruté et puis l'épidémie, fort heureusement, s'éteint. Que faisons-nous sur ces essais? Donc, nous suivons les recommandations nationales et nous sommes appelés par nos collègues d'Amérique du Sud à travers les programmes européens dont nous disposons. Nous avons des programmes européens de financement d'éducation et de recherche avec des pays d'Amérique du Sud, enfin, avec tous les pays d'Amérique du Sud à travers un programme. Ils nous ont dit, mais votre essai il nous intéresse, ça serait intéressant qu'on puisse l'ouvrir au Brésil, en Argentine, au Mexique, pas que l'Amérique du Sud d'ailleurs, en Bolivie et au Pérou. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour pouvoir utiliser cette recherche clinique qu'on a générée à toute vitesse en France pour pouvoir la mettre à disposition aux pays qui sont désormais l'épicentre de la maladie. Le sujet évolue vite, puisque ce matin nous étions, on peut être assez confiant pour que l'essai puisse se conclure dans ces pays, en tout cas une partie de l'essai, puisque certains médicaments seront disponibles, d'autres ne seront pas disponibles. J'ajoute qu'il n'y a pas de chloroquine dans ces essais cliniques randomisés. D'autres essais étudient le médicament et répondront bien mieux que nous à ces questions. Ce sont d'autres études. Donc voilà, une réactivité importante. La suite, eh bien, je crois que la suite, on va tout simplement bâtir sur cette capacité réactive et on a appris à travailler ensemble collectivement et à unir nos forces pour être capable de lutter efficacement contre une épidémie qu'on a quand même rarement vue. Je crois que ça va être également transformé dans les pratiques. Je crois que les téléconsultations qui permettent l'accès à l'expertise à distance sont un phénomène majeur. Je pense que la recherche clinique va également être transformée, comme ça a déjà été dit. Et on va construire ce futur avec le retour actuel du Ségur, qui est également un sujet très mouvant et très évolutif. Je sors d'une réunion du Ségur de restitution où, de toute évidence, on va avoir un rapport qui va être substantiel. En tout cas, on travaille beaucoup pour ça. Très bien, merci. On est un petit peu contraint par le temps, mais en tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous partager ces éléments qui sont extrêmement importants. J'avais plein de questions, en particulier sur l'utilisation des outils par les patients, des outils du numérique qui ont sans doute été médiés par les personnels infirmiers, etc. Enfin, voilà, et la mobilisation en général, mais je suis un petit peu embêté de couper un petit peu parce qu'on a notre assemblée générale après et on a des gens sur d'autres canaux et je veux absolument aussi donner un temps de parole à Christophe Pascal, alors qui va se mettre à ma place, enfin, pardon, à la place de Michel Plantevin. Merci à vous, en tout cas, si vous êtes maintenant retenu par d'autres obligations, je ne pourrais pas le faire, mais en tout cas, c'était très gentil de votre part de venir contribuer à ce tour d'horizon rapide autour de la crise. Alors, Christophe Pascal, directeur de l'IFROS à Lyon 3, Jean Moulin. Je souhaitais avoir un chercheur aussi autour de la table parce que on a eu des gens qui étaient sur le feu, qui ont été confrontés aux problématiques. Et un chercheur en organisation de santé, ça me semblait important pour pouvoir identifier un certain nombre alors peut-être pas d'enseignement, mais en tout cas des capacités peut-être de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a entendu aussi. Merci. Le chercheur, il essaye d'observer avec passion ce qui s'est passé, avec la difficulté effectivement de prendre du recul alors qu'on est encore dans l'événement, parce que je sors là d'une séance de retour d'expérience avec les responsables qualité qu'on forme à l'IFROS dans le sanitaire et dans le médico-social. Ils sont maintenant autant accaparés par le déconfinement que par toute l'énergie qu'ils ont mis dans le confinement, et m'avouaient même que le déconfinement était d'une certaine façon plus complexe parce que maintenant, il fallait faire cohabiter une situation de crise avec des règles particulières et des modes de fonctionnement
d'urgence qui ont parfaitement fonctionné, à mon sens, et maintenant un fonctionnement beaucoup plus en routine où il faut faire cohabiter l'activité habituelle et bien sûr quand même des circuits nouveaux pour le post-Covid ou la queue de l'épidémie, si vous me permettez cette expression. Donc ça, c'est un premier élément très intéressant. Ce qu'on voit aussi, et vous le dites d'ailleurs, Monsieur Blais, puis Monsieur Duchaffault l'a dit aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'effondrement, hein, comme parfois on le laisse entendre dans les médias. Le système, il a été résilient. C'est le mot à la mode. Et moi, je crois qu'il a rempli son rôle parfaitement. Comme chaque fois d'ailleurs qu'il y a eu des crises en France, le système dans l'urgence est relativement bon en France. Il arrive tout à fait à tenir le choc, au prix, bien sûr, de tensions sur divers sujets. Pour moi, la crise, c'est surtout une crise logistique. Finalement, d'une certaine façon, c'est un peu c'est pas une victoire, mais ça met en lumière le rôle des invisibles aussi dans les établissements. La crise a été celle de la fourniture de médicaments, de la fourniture d'équipements de protection individuelle, de la fourniture de repas, bref, de tout ce qui constitue les chaînes logistiques dans les établissements, dont on voit finalement la fragilité, parce qu'on a pensé des plans de crise, mais indépendamment d'un choc systémique. Les pays en voie de développement, finalement, là-dessus, sont mieux équipés parce que quand vous êtes dans un pays en voie de développement, vous êtes obligé de vous préoccuper de la question de est-ce qu'il y aura de l'eau, est-ce que le personnel pourra faire garder ses enfants, etc. Vous prenez les checklists de l'OMS, elle prévoit ça. En France, on ne se souciait plus complètement de ces questions-là parce que quand vous êtes dans un établissement, vous faites un plan de crise qui suppose que par ailleurs, les médicaments vont arriver à peu près normalement, que généralement, tout le reste va arriver à peu près normalement et vous vous concentrez sur l'essentiel. Donc, il y a une crise logistique qui sera intéressante à étudier. Il y a bien sûr une crise de la gestion du personnel. Ce qui est mis en avant et ce que nous observons, nous, dans nos premiers constats, c'est la question qui a accaparé excessivement fortement les équipes, c'est la gestion de l'absentéisme pour de multiples raisons. Et les cadres, notamment de proximité, les cadres supérieurs de santé sont épuisés d'avoir géré le personnel, notamment. Et finalement, ce n'est pas tellement une crise médicale au sens… il n'y a pas eu de désarroi dans les équipes médicales pour se dire mais comment on va soigner ces personnes-là. Les retours qu'on a, c'est des réanimateurs ou des infectiologues qui avaient beaucoup de patients, mais qui ont réussi à gérer avec les armes médicales qu'ils avaient cette situation. Et certains m'ont même dit off, écoute, d'une certaine façon, Christophe, c'était une routine un peu particulière, mais voilà, on s'est mis dans cette routine de gérer des nouvelles pathologies, cette nouvelle pathologie, de traiter du mieux qu'on pouvait. Et donc, finalement, on sait faire. Et donc, c'est plutôt autour que c'est très compliqué. Et donc, ça, c'est un aspect extrêmement important. Deux derniers points, si tu permets, Gérald. Je crois qu'on est hors timing, non? Donc, non, mais on va le prendre. On va le prendre. Voilà. Non, mais il y a forcément aussi des questions sur la gouvernance. Alors, ça sera la gouvernance à l'intérieur des établissements. Alors, notamment quand ils sont plus gros, parce que là, on a forcément plus de strates hiérarchiques. Finalement, c'est l'éternelle question sur est-ce qu'il faut une gouvernance jacobine ou une gouvernance girondine. Et donc, et ça questionne le rapport à la règle et à la procédure. On voit que pendant la crise, les équipes sur le terrain en première ligne ont pu ou ont dû, en innovant, s'affranchir d'un certain nombre de règles et de procédures, mais avec la bénédiction des équipes de direction d'ailleurs souvent. Il fallait aller plus vite et donc on a simplifié les façons de faire parce qu'aussi les voies habituelles n'allaient pas. On me citait tout à l'heure 17 versions de la procédure spécifiant comment prendre en charge les patients Covid, 28 versions dans un autre établissement médico-social pour la gestion aussi des patients qui avaient un certain nombre de risques de contamination. Bon, il est clair qu'à un moment, en première ligne, les gens se sont détachés un petit peu des procédures. Et donc, c'est le rapport à la règle qui est intéressant, avec une vigilance. Aujourd'hui, on est dans un tout… un peu démagogique, dans un discours disant il faut plus de règles, il faut une liberté, il faut l'hôpital libéré. Oui, bien sûr, mais en fait, c'est un équilibre. Et en même temps, il faut de la règle. Donc, la question, c'est comment va se reconfigurer cet équilibre quand la situation va retourner à la normale. C'est valable à l'intérieur des établissements, c'est valable avec les ARS. On les a beaucoup critiqués. Les situations sont très diverses selon les régions, extrêmement diverses. En même temps, la centralisation
parfois a été salué. Hein, on voit, nous, on a des retours de terrain sur certains sujets. Par les ARS, ça a été utile que les ARS centralisent un certain nombre de choses. Sur d'autres sujets, c'est plus discutable. Hein, faire remonter des questionnaires absolument gigantesques tous les matins, c'était peut-être un peu compliqué. Voilà, donc il y a des questions sur le rapport à la règle et l'équilibre entre la centralisation, la décentralisation, la règle et l'autonomie. Et ça, c'est un sujet. Et puis, je terminerai simplement sur l'innovation. Ça montre bien le rôle du numérique et l'innovation numérique, mais ça montre bien aussi que cette innovation, elle ne joue un rôle que dans le cadre d'une organisation qui est pensée autour. Et moi, ce qui m'a pas surpris, mais ce qui m'a vraiment interrogé, c'est qu'on voit que finalement, ce qui a beaucoup fonctionné, c'était les innovations un peu frugales. Parfois, les professionnels, notamment quand il a fallu s'organiser un petit peu en réseau sur les territoires, ont préféré WhatsApp ou des équivalents ou des choses très simples que les solutions de visio très sophistiquées qu'on avait pu imaginer. Ils ont préféré triturer un peu le dossier médical qui existait déjà dans l'établissement, demandant aux informaticiens de bricoler un champ supplémentaire, que d'inventer un nouvel outil très, très sophistiqué. Donc, l'innovation numérique, elle se construit dans les usages, et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une appétence aussi aiguisée par la crise vers une innovation un peu frugale. Je pense que ça, c'est une bonne voie de réflexion pour la suite aussi. On a souvent tendance à associer le numérique à des choses qui coûtent très cher et à des gros investissements. Et on voit qu'il y a deux mondes qui cohabitent selon les sujets et qu'il y a aussi l'innovation frugale qui est possible dans le numérique. Merci. Alors là, c'était un exploit de finir en 5 minutes. Merci à tous. Bon, ça va appeler sans doute de nombreuses discussions, de nombreux travaux de recherche. Alors, il y en a un certain nombre qui ont déjà été cités. Mais nous, ça nous donne aussi de belles perspectives dans le cadre du Lab Santé, de pouvoir explorer ces sujets à la frontière entre l'organisation et la technologie, puisque c'est un petit peu l'objet d'ICARE Lab maintenant. Je remercie, on pourrait parler toute la nuit. Malheureusement, on a une assemblée générale qui est ouverte sur un autre canal. On vous remercie. Merci encore à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci Christophe, merci professeur Blais, merci Arnaud et puis tous les autres qui nous écoutent. Eh bien, à bientôt pour de nouveaux développements de cette crise sanitaire. Et pour les membres, alors pour les membres qui sont en ligne, vous allez vous connecter sur le lien donc, de la conférence qui a été envoyée par mail. Merci. On se retrouve sur l'autre lien. Après la pub. Après la pub. Allez, au revoir le générique.